Richard III. Richard III nous emmène depuis déjà quelques mois, voire quelques années, dans son grand tourbillon, dans sa grande folie et dans sa grande fascination. Ce qui est frappant avec Richard, c'est que c'est sans doute de Shakespeare le plus fascinant de tous les héros. Je dis bien héros, alors que manifestement, selon sa propre définition, c'est un villain, un criminel. Je suis déterminé à me montrer méchant. Il y a quelque chose de paradoxal dans ce personnage sur la puissance qu'il a d'attraction, de fascination, et la pureté, pourrais-je dire, de sa négativité. Comme on parle d'un élément chimiquement pur. Comme s'il y avait quelque chose en lui d'absolument noir, mais d'un noir qui peut nous attirer comme un trou noir. Alors, je poserai deux questions. Pourquoi cette fascination ? Pourquoi est-ce que Richard nous fascine ? Et, au fond, que veut Richard ? Dans quoi nous entraide-t-il ? Et on verra qu'au-delà du pouvoir, qui par exemple est l'objet de Macbeth au bout d'un certain temps, après la prédiction des sorcières qui lui disent « tu seras roi », et là, Macbeth veut la couronne, eh bien, que signifie cette couronne ? Que signifie cette aspiration de Richard ? Alors, héros du mal, évidemment, déjà le terme peut paraître paradoxal, puisqu'il semblerait qu'un héros est éminemment positif. Un héros serait celui qui concourt au salut, qui permet de sauver des vies, qui soutient des causes, qui défend, qui protège. Eh bien, avec Richard, on a évidemment l'inverse, c'est-à-dire une puissance de destruction. D'où la question de quoi parle-t-on quand on parle du mal et de ce mal que Richard veut commettre ? Que vise-t-il ? De quoi s'agit-il ? Si on réfléchit ensemble aux principaux mythes, en tout cas à un grand nombre de mythes fondamentaux, y compris d'ailleurs des mythes contemporains, eh bien, on s'aperçoit qu'évidemment, au centre, se trouve la lutte entre le bien et le mal. Prenons par exemple, au hasard, Star Wars, grand mythe contemporain, qui en plus vient de voir un nouveau volet s'ouvrir. De quoi s'agit-il ? Dans Star Wars, il s'agit de l'équilibre dans le monde entre deux forces, le côté clair, le côté obscur. Et cette lutte-là est le principe même de ce qui fonde la saga. Et au sein de cette saga, au sein de cette grande épopée, entre le bien et le mal, dont le monde est l'objet, eh bien, des individus particuliers, on pourrait dire des âmes, des mondes en miniature, sont eux-mêmes l'enjeu de ce combat. Prenez par exemple la première trilogie historique, c'est-à-dire celle qui raconte l'initiation de Luke Skywalker. Eh bien, ce personnage va être initié à la puissance de la force, va être tenté par le côté obscur, va affronter un personnage qui incarne le côté obscur, le mal. Il apprend que ce personnage, cette espèce de puissance, est son père. Et finalement, dernier temps, il arrive à convertir, à faire revenir au bien celui qui était le prince des ténèbres, d'une certaine manière. Et quel est ce personnage ? Eh bien, Dark Vador. Dark signifie noir. Vador, c'est Father, le père. C'est le père noir. Et Luke Skywalker, Luke, le personnage portant lui la lumière, Lux, et Skywalker, le marcheur du ciel. Autrement dit, le père noir, celui qui est le prince des ténèbres, a enfanté le marcheur de la lumière, qui va lui-même lui permettre de revenir à la lumière. C'est le retour du Jedi, c'est-à-dire le retour au côté clair. Voilà l'histoire de la première trilogie, le passage du bien au mal, activé par une source de bien. Prenez maintenant la deuxième trilogie, que raconte-t-elle ? Eh bien, comment un personnage, l'ancêtre de Dark Vador, ou plutôt sa forme antérieure, son premier avatar, va passer du bien au mal. Comment il devient Dark Vador après avoir été Anakin Skywalker. Et de quoi s'agit-il maintenant dans la troisième trilogie, celle qui vient de s'ouvrir, sans spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu le volet 7, eh bien, il s'agit notamment d'un personnage qui s'appelle Kylo Ren. Kylo Ren, si vous prenez son nom, à l'inverse, ça veut dire Nero Lik, autrement dit, noir, Lux, la lumière noire. Ce personnage s'appelle Lumière Noire, et effectivement, il vient du côté lumineux et passé du côté obscur. Et je peux vous prédire que cette trilogie va raconter comment ce personnage peut trouver le salut et éventuellement repasser du côté clair. Bref, pourquoi je prends cet exemple ? Parce qu'on voit bien que ce qui est fascinant dans, je prends le terme à dessein, dans cette épopée, au-delà évidemment de la dimension spectaculaire cinématographique, qui n'est pas notre objet ici, c'est bien cet affrontement entre deux forces et entre des principes opposés, principes qui sont en conflit absolu. Prenons maintenant, par exemple,
le Seigneur des Anneaux, de quoi s'agit-il? Eh bien là aussi de deux forces, d'une force noire, le Mordor, qui est en train d'envahir le monde et de le contaminer, de le faire passer au mal, et de la résistance du bien et la manière dont le bien va pouvoir triompher. Harry Potter, même logique, etc. Donc si vous prenez les grandes sagas, eh bien elles ont ce centre-là, souvent, c'est-à-dire le monde et l'âme comme objet de ce conflit entre le bien et le mal. Alors, de quoi s'agit-il avec cette notion même de mal? La question qui peut se poser, c'est son origine, en particulier dans un cadre chrétien, dans un cadre qui est celui de Richard, c'est-à-dire un cadre où Dieu existe, puisque Dieu, chez Shakespeare, peut être invoqué sous différentes formes, que ce soit une forme même païenne, que ce soit une forme chrétienne, mais en tout cas, il existe du divin, il existe du surnaturel. Et la question qui se pose est donc celle-ci. Si le mal existe, d'où vient-il? Le mal est-il naturel? Le mal est-il la norme du monde? Et dans ce cas-là, eh bien, s'abandonner au mal serait une forme de base et la résistance au mal serait le véritable héroïsme, c'est-à-dire la pente naturelle, la pente maléfique. Eh bien, cet esprit-là, vous l'avez évidemment dans le christianisme, avec l'idée du péché, avec l'idée de la faute initiale, c'est-à-dire que l'homme naît pécheur. Et il faut lutter contre cette pente, comme le disait André Gide, suivre sa pente mais en montant, c'est-à-dire arriver à dépasser cette propension au mal. D'où d'ailleurs, dans le message chrétien, dans le credo, délivre-nous de mal et ne nous fais pas céder, ne nous induis, ne nous soumets pas à la tentation. Fait en sorte de résister à cette pente, à cette chute, avec cette idée que le mal, c'est précisément une forme de déchéance, quelque chose qui nous fait tomber au plus bas. Mais si Dieu existe, qu'il est parfait et qu'il est bon, pourquoi le mal existe-t-il? Comment le mal est-il possible? Soit Dieu est parfait, et dans ce cas-là, il aurait dû créer un monde sans mal, ou bien Dieu n'est pas parfait, mais il n'est pas Dieu. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, il n'est pas l'auteur du monde entier. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement important? Parce que la question qui se pose dans ce contexte, c'est donc la part humaine du mal, c'est-à-dire la liberté humaine. Et la manière dont un certain nombre de penseurs et philosophes s'en sont sortis, en un sens, c'est de faire retomber, si j'ose dire, le mal, non pas sur Dieu, mais sur l'homme, c'est-à-dire sur sa liberté, sur son initiative. Et c'est là, évidemment, qu'on va comprendre la position de Richard comme étant celle d'une liberté qui se veut absolue, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de ce qui est interdit, de ce qui est défendu, et même de ce qui est criminel et finalement diabolique. Et je dis diabolique ici à dessein, puisque, au-delà de cette conception unique d'une puissance divine positive, il y a évidemment un autre principe dont j'ai suggéré l'existence avec les mythes antérieurs, c'est celle de deux forces qui s'affrontent dans le monde. Autrement dit, une logique non plus unitaire, mais une logique manichéenne. Deux forces, deux principes, le bien, le mal, et qui sont en combat l'un contre l'autre. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez ces archétypes, l'un incarnant le bien, l'autre mal, le chevalier blanc, le chevalier noir, qui vont s'affronter en un combat, mais dans une sorte d'équilibre. Et là, on voit toute l'originalité de Richard III. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cavalier blanc dans Richard III. Il y a évidemment Richemont, mais qui arrive tout à la fin, qui va réussir à défaire Richard, mais Richard aura eu, comme il le dit, le monde comme champ de bataille. The world to bustle in. Le monde pour se déployer, pour s'ébattre, en un sens. Donc, cette espèce de pureté-là, nous fait nous questionner sur la notion même de héros. Qu'est-ce qu'un héros? Un héros, on pourrait dire qu'il se fonde sur trois piliers. Le premier pilier, c'est son essence, sa qualité, pourrait-on dire, qui souvent tient en un nom, une origine, mais en tout cas qui fait qu'il a une particularité extraordinaire. Il dépasse les autres, peut-être en puissance, peut-être par naissance, mais il a quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, la force d'Achille, qui tient évidemment à son origine divine, la ruse d'Ulysse. Il a quelque chose qui va faire en quelque sorte la source du deuxième pilier, c'est-à-dire ses exploits. Et Richard a en effet tout un ensemble de qualités fondamentales. Il a le courage absolu, il ose tout, rien ne l'arrête, jusqu'à l'outrecuidance, jusqu'à l'indécence même. Il a un courage physique. Je rappelle qu'à la fin de la trilogie précédente, c'est lui qui, sur le champ de bataille, d'ailleurs c'est rappelé dans la pièce, a tué les principaux ennemis. Il finira seul au combat, seul contre tous,
Et il est mort historiquement sur le champ de bataille, le dernier roi anglais à être tué au combat. D'ailleurs, comme vous le savez, sur son corps qui a été retrouvé, on a vu un grand nombre de blessures. Donc, il y a cette dimension de courage physique, de capacité à braver la mort. Et c'est bien là l'un des fondements de l'héroïsme, c'est exposer sa vie, braver la mort au nom de quelque chose de plus grand. Au nom d'une cause, au nom d'un amour, au nom d'un principe. Eh bien, il y a de cela chez Richard. Tout braver, tout exposer, exposer sa vie dès la deuxième scène, c'est-à-dire « tue-moi si tu ne veux pas m'épouser ». Et cette espèce de radicalité de Richard fait que malgré nous, nous l'admirons, alors que nous savons qu'il est foncièrement négatif. Mais il y a quelque chose dans ce défi perpétuel qui nous fascine. Eh bien, c'est cette deuxième dimension d'exploit dont je parle, commettre l'extraordinaire. Le héros, par essence, est vraiment celui qui va réaliser ce que les autres ne peuvent pas faire. Ce que les autres ont peur de faire, n'osent pas faire, ne savent pas faire. Eh bien, le héros, lui, le commet et même nous impressionne. Il repousse en quelque sorte la limite de l'humain. On n'est pas loin du surhomme nietzschéen. Il y a quelque chose de l'art de la volonté qui se dépasse et qui se maîtrise elle-même et qui, en quelque sorte, arrive à un point extraordinaire. Et Richard accomplit bien cet extraordinaire à maintes reprises. Et il le fait de surcroît en nous ayant prévenu qu'il allait atteindre l'extraordinaire. Je vais épouser la femme dont j'ai tué le mari et le père. Je vais devenir son mari et son père. Vous allez voir, je vais le faire. Vous avez vu ? Je l'ai fait. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le défi et après le commentaire sur la prouesse réalisée. Il y a quelque sorte du chevalier noir, comme je le disais, le chevalier qui se définissait par la prouesse. La prouesse, c'est ce que l'on montre, c'est pour prouver sa valeur. Prouesse, prouver d'ailleurs, le mot est évidemment proche. Eh bien, quelque chose de la démonstration, de l'exception chez le héros. Et ici, on a quasiment une dimension, j'allais dire, mathématique, c'est-à-dire, je vais vous prouver ceci, voici ma démonstration, je l'ai prouvé. Ce qui fait que, et c'est le troisième pilier du héros, eh bien, il y a une dimension de légende, pourrait-on dire. Vous savez, la légende, ça signifie ce qui doit être lu en latin, legenda. Eh bien, ce qui doit être lu du héros, ce qui doit être dit, eh bien, c'est ce qui va rester à travers le temps. C'est là la véritable immortalité que cherche le héros grec notamment, c'est-à-dire traverser le temps, dépasser la mort, donner sa vie au nom d'une vie supérieure qui est la mémoire et même l'éternité du souvenir humain. On se souvient encore, 3000 ans après, des exploits d'Achille. Achille a-t-il existé ou pas? Peu importe. On se souvient encore, 600 ans après, des exploits de Jeanne d'Arc. On sait qu'elle a existé, c'est consigné, les minutes du procès existent, et il y a de très nombreuses pièces, de très nombreux films ont été faits. Autrement dit, ces figures-là laissent leur marque dans le temps grâce à leurs exploits. Eh bien, ces trois dimensions, la qualité, l'essence, les exploits et la légende, Richard les a. Il a ces trois fondamentaux du héros. Évidemment, légendes noires dans le cas de Richard. Légendes noires, d'ailleurs, accentuées par Shakespeare, puisque Shakespeare, lui, écrit sur le dernier roi de la dynastie précédente. Il écrit au moment des Tudors, sous Élisabeth, et il montre exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire un roi tyran, criminel, une sorte d'archétype de l'anti-roi, du mauvais roi, et ce roi qui a régné 2 ans, 1483-1485, et qui a existé, mais sans doute, et c'est important de le dire, que Richard a chargé. Richard a chargé comme s'il avait densifié la dimension maléfique du personnage pour en faire le contre-exemple le plus parfait. Et c'est pour cela que je parle bien ici d'un héros du mal, et non pas simplement du villain, le méchant qu'on trouve, ni d'une figure négative, évidemment pas d'un anti-héros, quelqu'un qui refuserait l'héroïsme. Il y a bel et bien un héroïsme de Richard. Il y a un héroïsme dès le début, dès la première tirade de Richard, son premier monologue. Je suis déterminé à me montrer criminel. I'm determined to prove a villain. Cette détermination est essentielle. Et elle montre bien ici toute l'ambivalence en jeu. Pourquoi? Parce qu'en anglais comme en français, déterminé veut dire 2 choses. Déterminé veut dire d'abord être prédestiné par quelque chose. Je suis prédestiné à me montrer méchant. Autrement dit, avant même que je naisse, les étoiles, Dieu, les sorcières, dans le cas de Macbeth, avaient dit « tu seras roi, tu seras méchant ». Ça, c'est la prédestination. Et évidemment, le deuxième sens, c'est la détermination au sens de la volonté. Je veux être méchant. Il y a quelque chose du personnage qui est tragique en un sens, parce qu'il est à la fois prédestiné, mais, et c'est là son dépassement, il va peut-être transformer cette prédestination en volonté, c'est-à-dire vouloir ce qu'il est et devenir ce qu'il est. Et là aussi, on retrouve ce surhomme nietzschéen.
C'est-à-dire arriver à prendre ce qui est un fatum, un destin, et changer ce destin en puissance. Eh bien, avec cette détermination, avec cet objectif initial que se donne Richard, avec cette espèce d'horizon, on a la barre fixée extrêmement haut. Et ça n'est pas simplement la couronne, le trône. Ça, c'est un temps, une étape, un prétexte. C'est quelque chose de plus que veut Richard. Et que veut-il de plus? Eh bien, justement, ce qu'il veut de plus, il ne nous le dira pas. Il ne nous dira pas parce qu'il y a là un secret qui n'est jamais déployé. Alors, je vais prendre déjà le premier défi de Richard, et ce premier défi, on l'entend, est fondé sur un manque. Mais moi, qui ne suis pas taillé pour ces galipettes, ni fait pour courtiser l'amour d'un miroir, moi qui suis rudement forgé et dépourvu de la majesté de l'amour pour m'aller parader au déhanchement d'une nymphe dépravée, moi qui suis tronqué de belles proportions, frustré d'allure par la fallacieuse nature, difforme, inachevé, expédié avant l'heure dans ce monde pantelant, à peine à moitié fait, si bancal et si laid que les chiens aboient, pas de boiteux, eh bien moi, en ces temps de paix, où fredonne de frêles pipeaux, je n'ai aucun plaisir à passer le temps, si ce n'est d'épier mon ombre au soleil pour porter le contre-champ de ma difformité. Et donc, si je ne puis me montrer amoureux, ni savourer ces beaux jours de beaux parleurs, je suis déterminé à me montrer criminel, par haine des vains plaisirs de ces jours. Donc, sur ce manque, sur ce qui est un défaut, Richard va conquérir le monde. Sur cette difformité, sur cette incapacité, ce rejet, le fait d'être au-delà même des chiens, sur ce mépris généralisé, sur ce qui lui manque, eh bien, et c'est bien là un retournement héroïque, Richard va réussir à devenir roi. Donc, évidemment, dans ce monde, les enfants peuvent devenir rois, les boiteux peuvent devenir puissants, mais il y a quelque chose là d'un dépassement, et ce dépassement est projeté, planifié comme un défi, et ce défi, au-delà de la couronne, Richard ne nous en donne pas le fondement. Lorsque, par exemple, il dit qu'il va épouser Lédiane, la femme dont il a tué le mari et le père, il dit « Ce que je ferai, non pas tant par amour que pour un autre dessein impénétrable et secret. Deep intent, un dessein profond et secret. » Eh bien, il y a là un mystère de ce ressort, de ce que Richard veut, et de la raison pour laquelle il va prendre le monde à bras-le-corps. Car c'est bien le monde, encore une fois, le monde contre rien, comme il le désire. Et rien, c'est lui. Et c'est le monde qu'il défie, qu'il challenge, littéralement, comme un champion du néant, un champion du mal, un Don Quichotte de la cruauté, qui va aller jusqu'au bout de cet appétit-là. C'est pour ça qu'il y a une dimension métaphysique dans Richard. Ce n'est pas simplement un tyran. Richard, en quelque sorte, commence là où Macbeth a mis toute la pièce à arriver. Macbeth a mis tout le temps à, en un sens, conquérir, si j'ose dire, le crime, à surmonter ses scrupules, à être activé par sa femme, par les sorcières, à surmonter les fantasmes, à surmonter l'idée du châtiment. Eh bien non, Richard est déjà bien au-delà de ça. Je ne dirais pas au-delà du bien et du mal, mais il est au contraire dans cette volonté assumée et cette dimension de défi et de projet, et ce qui lui donne cette puissance-là. Et de cela, il ne déviera pas pendant une bonne part de la pièce. Comme s'il y avait une logique qui se déployait avec un esprit génial dans son machiavélisme et qui ne s'arrêtait devant rien et qui allait surmonter toutes les épreuves. Et on voit en effet une série d'épreuves qu'il s'assigne lui-même, apparemment les plus difficiles les unes que les autres, et qu'il arrive à remporter, qu'il arrive à faire advenir. Donc on voit là un véritable héroïsme. C'est pour ça que Richard est en quelque sorte le monstre shakespearien, je dirais, le plus impressionnant. Prenez Iago à côté, ce monstre de jalousie, il est bien plus jaloux. La véritable jalousie, c'est celle de Iago. Othello, sa jalousie est suscitée, mais c'est Iago qui en veut absolument à Othello de quelque chose. De quoi? De l'amour de Desdémone? On ne sait pas, mais toujours est-il que c'est une petite haine qui va employer de grands moyens pour aboutir à un petit résultat, quelques morts, si j'ose dire. Mais Macbeth, lui, arrive au trône, mais Richard, en quelque sorte, se place sur un autre plan bien plus essentiel. Alors, voilà pourquoi il y a quelque chose ici de fascinant chez ce personnage, dans cette ampleur du défi, des moyens, en quelque sorte des qualités qu'il doit déployer. On peut penser ici au monologue de Figaro, vous vous êtes donné la peine de naître pour être comte, et que moi j'ai dû employer tous les moyens. Eh bien Richard, avec tous ses défauts, va employer tous les moyens. Alors ici, se pose la question de savoir pourquoi on a tant de plaisir à voir Richard. Parce qu'on pourrait être totalement terrorisé de voir cette espèce de
de figures diaboliques, cacodémons, comme le dit Lady Anne, d'accord ? Démons noirs, bon, mauvais démons. Et pourtant, on a plaisir à le voir. On attend ses interventions, on attend ses monologues, on savoure cette espèce d'éloge du crime, cette espèce de perversité qui se déploie. Il y a quelque chose là de très paradoxal. On devrait, en bonne conscience, en spectateur évidemment tenté par le bien que nous sommes, tentés par le mal, mais qui devons surmonter ce mal, on devrait être répugné par Richard. Eh bien non. Quelque chose en lui nous attire. Et ce qui nous attire, c'est sa capacité à utiliser tous les ressorts et à lever toutes les censures. Tout ce qu'on ne doit pas faire. C'est-à-dire que, c'est ce que dit Freud, c'est ce que dit le philosophe Raymond Geuss aussi dans son essai qui suit le texte, il y a quelque chose ici, chez Richard, qui est évidemment une forme d'attirance pour l'interdit. On sait bien que l'interdit, la transgression, ne peut qu'exciter le désir, c'est la dialectique entre le désir et la loi. Mais chez Richard, eh bien, il est celui qui va oser faire ce que nous n'osons pas faire. Et en quelque sorte, en voyant Richard déployer tous ces stratagèmes, accomplir tous ces crimes, on peut savourer la réalisation de ce qu'on aurait pu rêver sans jamais oser l'accomplir. Et ce plaisir-là a peu de frais, en quelque sorte. Évidemment, on l'a déjà vu au théâtre avec cette notion de catharsis, mais chez Richard, il va encore plus loin. Ce qui fait que Richard nous fascine comme acteur roi. Et après avoir évoqué ce héros du mal, c'est maintenant cette dimension-là, cette dimension de plaisir théâtral que Richard nous donne, que je voudrais explorer avec vous. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit du fait que Richard est capable de jouer tous les rôles. Tout. Il peut faire le prétendant, comme avec Lady Anne. Il peut faire le pénitent, celui qui prie devant la foule. Il peut faire le repentant, lorsqu'il vient auprès du roi en disant « Je me repens de tout ce que j'ai fait et je remercie Dieu pour mon humilité ». Il peut faire le suppliant. Il peut faire le roi menaçant, comme avec Élisabeth. Il est capable d'endosser tous les rôles. Comme d'ailleurs il le dira à Buckingham, il est capable de changer de couleur. Dis, cousin, sais-tu frémir et changer de couleur, faire mourir ton souffle au milieu d'un mot, et puis reprendre, et puis t'arrêter encore comme si tu étais décomposé et fou de terreur ? Bah, répond Buckingham, je sais contrefaire le profond tragédien, parler avec un œil dans le dos et pied de côté, tressaillir et me mettre à trembler d'une paille en feignant une profonde suspicion. J'ai à mon service regard sinistre et sourire forcé. Tous deux sont prêts à remplir leur office à tout instant pour embellir mes stratagèmes. On a là évidemment un éloge du masque, de la métamorphose, un éloge du jeu théâtral, un éloge aussi du machiavélisme, la capacité à être une chose et en jouer une autre, qui est évidemment l'un des ressorts de l'acteur. Mais ici, on a une capacité, un polymorphisme de Richard qui est totalement impressionnant. Celui qui est accusé d'être un crapaud, un hérisson, un porc-épic, un porc-fouisseur, les mots ne manquent pas et j'ai essayé de les traduire avec le plus de précision animalière possible, eh bien, il est surtout un caméléon. Il est capable de prendre toutes les formes et de surgir avec la forme qu'on n'attend pas. Il y a quelque chose là chez les personnages qui le voient, de la surprise, de sa capacité à embrasser tous ces rôles. Donc acteur roi, certainement, et il donne des leçons de théâtre, mais évidemment aussi metteur en scène de l'ensemble, comme si Richard se situait sur un autre plan, comme si en quelque sorte Richard avait traversé le miroir, était arrivé jusqu'à nous et au-delà de la rampe, évidemment, nous parlait et disait « voilà mon théâtre ». Voilà, le monde est un théâtre, eh bien moi je vais vous montrer comment j'ai transformé le théâtre en mon monde et que ce monde-là est sur un plan, il est derrière la vitre. Et tous ces personnages qui s'agitent, tous ces personnages qui vivent et pensent avoir des plans, avoir des grands stratagèmes, ne sont que des instruments entre mes mains. Je suis le metteur en scène. Et même, je suis plus que cela, je suis l'auteur de cette pièce. Autrement dit, Richard se prend pour Dieu. Il se prend pour celui qui peut animer des destins, les contrôler. Et le pire, c'est qu'il y arrive. Voilà ce que je vais faire avec mon frère Clarence. Je vais monter l'un contre l'autre, le roi et mon frère. J'ai fait envoyer Clarence en prison. Il faut que le roi meure, mais pas trop tôt. Donc, on a quelque chose non seulement de l'ordre du plan, mais bien de l'écriture du monde, d'un récit que Richard nous fait et d'une mise en scène. Et donc, il vient nous parler, pas seulement comme le prologue. Le prologue, vous savez, dans la tragédie, c'est celui qui dit « voilà ce qui va se passer ». Et le prologue vient au début de la pièce. Le prologue ne revient pas. Le prologue vient annoncer les actions. On peut dire voilà la situation, et parfois, si le prologue est un dieu, il va pouvoir dire voilà ce qui va se passer, voilà ce que je vais faire. Mais ici, en quelque sorte, ce prologue revient, c'est-à-dire que Richard ne cesse de venir nous parler comme si le dieu était resté sur scène.
Et pas le dieu des bacchantes, c'est-à-dire Bacchus Dionysos qui va se présenter comme piège et ne plus reparler tellement au public. Non, ici, même s'il le fait ponctuellement, ici, on peut dire qu'à la fois Richard est aussi le cœur, mais un cœur paradoxal, un cœur pervers, un cœur qui va agir, transformer. Et pas un cœur qui est simplement en train d'exprimer une passivité du public. Non, au contraire, une sorte d'anti-cœur, si j'ose dire, actif, qui va dire « voilà ce que je vais faire ». Et que le public apprécie de trouver dans cette complicité. Il y a quelque chose de l'ordre, non pas du one-man show, dirais-je, mais en tout cas du stand-up à l'anglais. C'est-à-dire on se lève, on parle et on parle au public, et le public est en empathie avec cette relation et cette complicité. Richard nous rend complices. Richard nous emmène dans son désir. Richard nous emmène dans cette espèce de conquête du monde et cette traversée du mal. Et nous l'accompagnons, et nous attendons, et nous savourons. Il y a quelque chose là, évidemment, d'ambivalent en termes moraux et d'absolument délectable en termes esthétiques. Donc, cette traversée-là, Richard l'a fait comme acteur, comme metteur en scène, et finalement, cet homme théâtre-là, eh bien, on peut dire que c'est vraiment une figure de joker. De joker à la fois au sens du jeu de cartes ou joker qui peut remplacer d'autres cartes, et du joker, c'est-à-dire celui qui fait des jokes, qui fait des plaisanteries, des blagues, qui n'arrête pas de faire rire, et qui est l'incarnation d'une figure qui existait au Moyen-Âge, qui est le vice. Vous savez, au vice, il y avait ces spectacles qui étaient des allégories, où vous aviez des incarnations de différentes valeurs. Vous avez parfois même des pièces où vous avez des facultés, l'âme, etc., qui sont incarnées par des personnages. Eh bien, le vice est une figure essentielle des mystères médiévaux. Et le vice a une particularité, c'est qu'il est drôle. Il est extrêmement drôle. Il est criminel, mais il est drôle, et il est drôle parce qu'il présente ce qu'il ne faut pas faire, et il séduit, comme le diable. Si le diable n'était pas séduisant, à quoi bon? Si le serpent n'avait pas séduit Ève. Prenez La beauté du diable, ou prenez des films des années 30, ou prenez Les visiteurs du soir, le diable est toujours une figure absolument fascinante. Sinon, où est sa puissance? Donc, il y a cet humour, cette capacité à jouer, cette capacité à se jouer de tout, et finalement à transformer le monde en jeu de massacre. Et on ne peut pas faire, à mon avis, l'économie d'un lien avec trois moments. Il y a Richard III, et il y a la figure qui sera créée dans Batman du Joker. Le Joker, comme beaucoup de ces comics, c'est-à-dire d'histoires de super-héros, est créé dans les années 30, 50, donc autour de la guerre. Et il y a une incarnation extrêmement impressionnante du Joker dans le film de Dark Knight, Le Chevalier Noir. Dans ce film-là, de quoi s'agit-il? D'un personnage dont on ne sait rien. Il n'a pas de nom, pas d'empreinte, pas de passé. On ne sait rien de lui. C'est l'inverse de Richard, dont on peut assigner une naissance, etc. Mais ils ont un point commun, c'est qu'on ne sait pas, au juste, au-delà d'une certaine étape, pourquoi ils agissent. Au-delà de la couronne que veut Richard. On pense par exemple que ce Joker voudrait le pouvoir, eh bien, il brûle une pile de billets devant les autres. Ce n'est pas cela que je veux. Il y a un mystère de ce désir, de ce projet. Pourquoi il agit comme cela? Et le Joker, à un moment, incarné par Heath Ledger, qui a eu d'ailleurs l'Oscar à titre posthume pour ce rôle, eh bien, à un moment dit « On pense que j'ai un plan et que tout va se passer selon le plan, mais je suis là pour créer le chaos. Apporter le chaos, l'inverse de l'ordre divin. » Et cette puissance de chaos fait que d'ailleurs que quand cet acteur entrait sur scène et qu'il venait sur le plateau de tournage répété, eh bien, tout le monde tremblait. Les gens avaient peur. On ne savait pas comment l'acteur devenu ce personnage allait agir. Et il y a de ça dans Richard. Il y a le fait qu'on ne sait pas quel braquet il va prendre et que comment, en un clin d'œil, il peut se retourner. C'est ainsi que Buckingham, qui était son autre moi-même, son conseiller, etc., est en une seconde, sur une hésitation, rembarré, exclu et finalement exécuté. Donc ce caractère imprévisible fait que le Joker est à la fois souriant, plaisant, grimaçant et surtout inquiétant. Vous savez, on dit que rien n'est plus terrifiant qu'un clown au clair de lune. Si vous rencontrez la nuit un clown au clair de lune, vous allez être glacé et pas en train de rire. Il y a quelque chose de très ambivalent. Eh bien ici, on a ce Joker-là qui va transformer le monde en champ de tir. Alors quel monde? Évidemment, dans ce monde qui et quels autres? Là, évidemment, Richard n'est pas seul. Richard ne cesse d'être en interaction. Il nous parle et il n'y aura qu'un seul moment à la fin où il se parlera à lui et il aura déconnecté des autres. Mais jusqu'alors, il nous parle et il parle à d'autres. Alors,
Quels sont ces autres? Eh bien, on pourrait dire que ce sont à peu près tous des proies ou des victimes de Richard, sous une forme ou sous une autre. Prenons ceux qui pourraient être ses rivaux, ses cibles masculines. Deux frères, l'un roi, l'autre qui devrait succéder au roi, qu'il fait s'entretuer. Un roi luxurieux, décadent, malade, et puis un roi crédule, emprisonné, exécuté. Lorsque les meurtriers arrivent, eh bien, il dit, ce frère, dites à mon frère Gloucester, Richard, de me sauver. Et les meurtriers rient en disant, mais c'est lui qui nous envoie. Donc il y a une crédulité de ceux qui sont censés incarner le pouvoir et que Richard peut manipuler comme il le pense. Il y a au rang des victimes, évidemment aussi, les enfants, la génération suivante. Les deux enfants de Clarence et puis les deux enfants d'Édouard, que Richard, historiquement, pense-t-on, a fait exécuter. C'est une des questions qui existent. Donc, génération actuelle, génération future, Richard arrive à les faire s'entretuer, à les écarter, à les décimer. Et puis, il y a les grands conseillers, le Premier ministre, chancelier Hastings, ou encore le maire de Londres, qui sont censés incarner les formes de pouvoir à la ville et à la cour, et qui tous les deux sont également crédules, manipulés, Richard faisant croire au maire qu'il a tué Hastings parce que Hastings était un traître, et puis Hastings pensant que Richard est son meilleur ami au monde. Il y a donc une capacité de Richard à transformer les figures de pouvoir en pantins complètement, et en pantins crédules, en manière de matière, pourrais-je dire. Et évidemment, on ne peut pas ici ne pas penser à la série House of Cards, qui a été écrite à partir de Richard III, et qui montre comment une sorte de Richard peut devenir président des États-Unis et qui va ainsi transformer ses rivaux et ses adversaires en pantins. Ça, ce sont donc les proies masculines, pourrais-je dire. Maintenant, les femmes. Eh bien, là aussi, on a trois formes de femmes qui sont trois cibles. Les mères, d'abord. Richard déteste les mères. Et d'abord, évidemment, sa propre mère, la duchesse d'York. Lorsqu'il parle d'elle, c'est pour la voir enterrée le plus vite possible. Parce que, en quelque sorte, la haine qu'il pourrait avoir envers lui-même, eh bien, il la lui impute. Voilà. Et cette haine est absolument réciproque. Lorsque la duchesse d'York dit « J'aurais dû t'arrêter dans mon ventre, j'aurais dû t'arrêter, t'empêcher même de naître, j'aurais dû ne pas être. Tu n'aurais dû ne pas naître, et moi-même, j'aurais dû ne pas être. » Donc, cette mère qui se retourne en force de non-être, Richard, évidemment, va jusqu'au bout en tuant les mères, en écartant les mères. Ça, c'est la duchesse d'York, mère de Richard. Maintenant, Richard a aussi des épouses. Épouses, et en quelque sorte, dès lors qu'il les a conquises, c'est pour, comme il le dit, je ne la garderai pas longtemps. C'est pour ne pas garder longtemps, c'est pour, après la conquête, les dégager. Et non pas au sens de Don Juan, comme une sorte de conquête du monde féminin et du désir, non, mais comme une sorte de nettoyage, pourrait-on dire, de déblayage du monde. Ainsi, évidemment, de Lady Anne, qui très vite se retrouve écartée, emprisonnée et, on pourrait dire, liquidée par Richard. Et il y a une femme, troisième forme de femme, qui est à la fois les deux premières, c'est-à-dire une mère et une épouse. Et c'est évidemment là que Richard va rencontrer, on pourrait dire, la première et surtout la seule essentielle résistance de toute la pièce. C'est la reine Élisabeth. D'ailleurs, on pourrait interpréter la pièce en un sens comme un duel entre Richard et Élisabeth. Si on considère, comme dans notre version, que Élisabeth est celle qui active, qui manipule le roi Édouard, les enfants, le parti de la reine en quelque sorte, et que face à elle, Richard prend le pouvoir. Et donc cet affrontement entre ces deux figures fait d'Élisabeth un personnage extrêmement fort. Extrêmement fort par sa volonté, par sa capacité à passer d'un parti à l'autre, c'est un point commun avec Richard, puisque Richard, lui aussi, évidemment trahi, et surtout le fait que, et ça c'est une chose que Richard n'arrivera pas à dépasser, Élisabeth est une mère. Et lorsque Richard lui dit « J'ai tué vos enfants, mais ce n'est pas grave. Je vais vous donner des petits-enfants. Je vais enfouir mes enfants dans le sein de votre fille. » Il y a une chose qui pour Élisabeth est inacceptable, mais tu as tué mes enfants. Tu as tué mes enfants et je ne peux pas oublier cela. Et lorsque Richard lui dit « Vos raisons sont trop futiles, trop faibles », non, mes raisons sont trop profondes et trop mortes. « To bury them too deep ».
trop profonde et trop morte, trop enterrée. Il y a une chose que Richard ne pourra pas effacer, ne pourra pas surmonter, ne pourra pas faire oublier, comme pour les Diane, la mort de son mari. Non, là, la mort des enfants est une chose sur laquelle Richard, contrairement à ce qu'il pense, ne pourra pas aller, ne pourra pas surmonter ce problème-là. C'est-à-dire que les actes que Richard commet, les uns après les autres, vont s'accumuler, évidemment, et revenir en boomerang, et revenir appuyer sur sa poitrine, peser sur lui, le soir de la bataille définitive. Là, tout ce qu'il a commis, en particulier ce meurtre des enfants, lui sera assigné, lui sera reproché. Élisabeth tient tête, et Élisabeth est donc celle qui va réussir, du point de vue féminin, à être l'adversaire de Richard, et finalement à donner sa fille à un autre roi. Et ainsi, puisque tout dépend du lignage, tout dépend des alliances, eh bien, à faire en sorte que Richard soit dégagé. Alors on pourrait se dire que certes, ce sont là des figures de cible, des figures adverses, mais que Richard a quand même des soutiens, des appuis, des adjuvants, comme on dit, quelques-uns. Effectivement, il a autour de lui des exécutants. Alors venez mes exécuteurs, il s'agit des meurtriers, l'écuyer qui lui apportait mauvaise nouvelle, Buckingham, son conseiller principal. Mais en fait, toutes ces figures sont tout autant dégagées que les autres, les unes après les autres. Les meurtriers, d'abord, entre eux, se disputent, et puis, finalement, regrettent leur acte. Buckingham est exécuté. L'écuyer est giflé et écarté au moment de la bataille, et Richard se retrouve seul. Eh bien, on a bien ici une grande traversée de Richard, depuis le monde jusqu'à la solitude absolue, et Richard va se retrouver complètement déconnecté, alors que lui était tellement apte à être en phase avec le public, à être en phase avec tout, à sentir avec une maîtrise absolue de l'humain et de ses ressorts, de ses mécaniques. Eh bien, Richard va perdre, en quelque sorte, tout cet influx, cette implantation dans le monde. C'est comme si on avait une sorte de grande trajectoire jusqu'à la solitude la plus absolue, et que Richard ne comprend plus comment agir sur les autres et comment être en phase absolument avec ces autres pour pouvoir les manipuler. Il y a donc bien une chute de Richard, une déchéance, il y a bien une traversée, et c'est là que j'en arrive maintenant, après avoir parlé de l'acteur roi et du héros du mal, à un point qui est la question du moi contre le monde. Cette traversée du moi, cette traversée du self, mot qui revient beaucoup dans le texte, le moi, moi-même, et comment ce moi s'en prend au monde, et comment ce moi veut dévorer le monde, et finalement, comment le monde va se venger de ce moi. Comme le disait Pasolini, ou je tue le monde, ou le monde me tue. Peut-on tuer le monde? Eh bien, Richard le pense au début, et avec ce moi défectueux, boiteux, auquel il manque quelque chose, eh bien, il pense pouvoir aspirer le monde à l'intérieur. Il manque à Richard une part essentielle. Il manque à Richard, en fait, on pourrait dire, de l'être. Comme si Richard était troué. Comme si Richard, à l'inverse de Cyrano, qui a cet excès, ce nez, ce surplus qui est en fait un manque, puisque ça lui enlève la beauté, pense-t-il, eh bien Richard a un manque, c'est-à-dire un défaut, une boiterie, quelque chose qui fait qu'il est essentiellement troué, essentiellement défait, désaxé. Et cela, évidemment, nourrit un ressentiment impossible à combler. Il y a une faille chez Richard que rien ne pourra combler, et même pas la couronne. Et à la limite, surtout pas la couronne. Parce que le problème, c'est que lorsqu'il aura eu la couronne, à la fin de l'acte 3, que pourra-t-il vouloir de plus? Je suis roi, mais pour combien de temps? Donc, en quelque sorte, la couronne donnait un objectif assignable qui faisait que Richard était dans une logique de prise de pouvoir, de tyrannie, on pourrait dire traditionnelle, mais après. Que peut Richard après? Que peut-il vouloir d'autre? Puisque de toute façon, il n'est pas rassasié. Et que sans fin, comme le tonneau des Danaïdes, eh bien, ce manque d'être va aspirer l'être, va aspirer le monde, comme si Richard était un trou noir, comme si Richard était, pour reprendre la formule de Nerval, un soleil noir de la mélancolie. Comme s'il était une puissance négative qui implose, donc non pas simplement une forme de dépression, mais au contraire, une puissance, une énergie négative qui va attirer les uns après les autres ces personnages qui disparaissent en lui et qu'il dévore. Mais ce paradoxe-là, et là aussi, je cite le philosophe Raymond Geuss sur un point précis, qui est sur le désir de perfection, le rêve de perfection, eh bien, ce rêve de perfection-là, en effet, s'incarne dans la couronne. Et c'est
un point particulier de l'essai, qui est que il y a chez Richard, à travers la couronne, l'idée d'un cercle de perfection. Le cercle, vous savez, c'est la forme la plus parfaite, c'est la forme la plus, on pourrait dire, la plus équilibrée. D'ailleurs, les dieux chez les Grecs sont sphériques. Ce sont, voilà, une espèce de figure où tous les points sont à égale distance du centre. Et, eh bien, Richard, à travers la couronne, imagine ce qui serait une forme parfaite. Lui, dont on reproche la forme, à qui on reproche la forme. Comme le dit Élisabeth, tu ne peux pas, à moins d'avoir une autre forme. Ce qui est évidemment une critique la plus cruelle possible. Richard ne peut pas avoir une autre forme. Et ce désir d'avoir une autre forme, d'être formé, d'être parfaitement formé, fait que Richard, à la fois, a l'humour de cela, lorsque, avec les Dianes, il dit « elle me trouve merveilleusement beau ». Évidemment, il se célèbre. Je vais entretenir une vingtaine de tailleurs à la mode pour embellir ma forme. Eh bien, il y a cet humour sur soi dans les grands moments, mais dans les mauvais moments, il y a évidemment le fait que jamais il ne pourra atteindre cette perfection et que donc, même avec la couronne sur la tête, avec le cercle sur la tête, il reste difforme. Donc, le sentiment que le moi est constamment à côté de lui-même, constamment déchiré, constamment, on pourrait dire, dans un conflit entre lui-même et lui-même. Au début, le conflit arrive à être, on pourrait dire, non pas résolu, mais disons tenu, parce qu'il existe des adversaires donnés, des objectifs donnés. Et à un moment, lorsqu'il n'y aura plus, on pourrait dire, d'enjeu, à cette mesure-là, le moi va se retourner contre lui-même. Et le moi va se dévorer lui-même. Il va se dévorer lui-même dans un monologue absolument splendide, au moment où Richard se réveille de ses cauchemars. Tous les fantômes viennent lui dire « Demain, tu vas mourir, désespère et meurs ». Voilà ce que Richard se dit à lui-même. De quoi ai-je peur ? De moi-même. Il n'y a personne d'autre autour. Richard aime Richard, c'est-à-dire moi et moi. Y a-t-il un meurtrier ici ? Non ? Si, moi. Alors fuyons. Quoi ? Au loin de moi-même ? Et pour quelle raison ? De peur que je me venge. Quoi ? Moi-même de moi-même ? Hélas, je m'aime moi-même. Mais pourquoi ? Pour le bien que je me suis fait moi-même à moi-même ? Oh non, hélas, je me hais plutôt moi-même. Pour les actes haïssables commis par moi-même, je suis un criminel. Non, je mens, je ne le suis pas. Imbécile, ne dis pas de mal de toi-même. Imbécile, ne te flatte pas. Ma conscience a 1000 langues distinctes et chaque langue rapporte une histoire distincte. Et chaque histoire me condamne comme criminel. Parjure, au plus haut degré. Meurtre atroce au plus haut degré. Tous les péchés distincts, tous commis à tous les degrés. Tous se pressent à la barre et crient « Coupable, coupable ». Je n'ai plus qu'à désespérer. Pas une créature ne m'aime. Et si je meurs, pas une âme n'aura pitié de moi. Et pourquoi en trouverait-on ? Puisque moi-même, je ne trouve en moi-même aucune pitié pour moi-même. Monologue sublime de Richard, le dernier, le seul qui n'adresse pas au public, mais à lui-même, ou plutôt à cet autre lui-même, puisqu'on voit ici une impossible unité du moi, une espèce de conflit intérieur parvenu à une béance absolue, la faille, eh bien, on pourrait dire, a ouvert complètement le moi, après avoir déchiré le monde, et après cela, Richard n'aura plus qu'à mourir, puisqu'il ne peut plus avoir une position de maîtrise. Et lui qui était constamment en phase et constamment à proximité, a reculé complètement, a reculé aux couches les plus archaïques de ces terreurs nocturnes, de ces cauchemars, et se trouve proprement déchiré, un moi déchiré. Et pourtant, il a voulu prendre le monde à bras-le-corps. Et ce monde-là, il en a fait son champ de bataille, en effet, il en a fait son royaume de tyrannie, comme le dit le fantôme de Buckingham, le dernier, je suis à tomber sous ta tyrannie. Et en effet, il incarne bien, on pourrait dire, le mauvais prince machiavélique. Il incarne le dernier roi, pourrait-on dire. Le dernier, la fin de race, la fin du Moyen-Âge, et celui qui trahit essentiellement ce qu'est l'esprit même du Moyen-Âge, c'est-à-dire l'esprit de la féodalité, une partie du Moyen-Âge. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que la féodalité, vous savez, c'est ce régime politique qui repose sur la confiance, plus précisément sur la parole. Féodalité, ça vient à la fois de fides, la loyauté, la foi, et foedus, le traité, le pacte. Autrement dit, dans la féodalité, vous allez avoir un lien et vous allez dire « je jure de faire ceci, je jure de protéger le roi, je donne ma parole que… » Donc la notion de parole est fondamentale, évidemment, dans ce système qui n'a pas le même régime de contrat qu'aujourd'hui.
Il n'a pas la loi rationnelle universelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce système, le pire qui puisse arriver, c'est de se parjurer. C'est de ne pas tenir parole. Ça n'est pas simplement un problème individuel, c'est un problème qui remet en cause le système. Or, Richard est celui qui passe son temps à ne pas tenir parole. Il jure une chose et il en fait une autre, constamment. Alors, évidemment, il y aura le défi de Don Juan qui, lui, va jurer la foi, le mariage et va briser les serments, mais ça se place sur le plan du mariage. Alors que chez Richard, on est là sur l'essence même de l'État, sur son fondement. Richard menace complètement le royaume en brisant sa parole. D'ailleurs, c'est ce que Élisabeth lui fait sentir lorsqu'elle lui dit « Tu ne peux jurer par rien ». Dialogue entre eux « Je jure par rien, car ceci n'est nullement un serment. Si tu veux jurer par quelque chose que l'on te croit, jure donc par quelque chose que tu n'as pas outragé. Soit, par le monde, il est rempli de tes outrages. Par la mort de mon père, ta vie le déshonore. Alors par moi-même, tu t'es dégradé toi-même. Alors quoi? Par Dieu. Dieu contre Dieu, tes outrages sont de tous les pires. Par quoi peux-tu jurer à présent? Par l'avenir? Cela, tu l'as outragé dans le passé. Ne jure pas par l'avenir, car de lui, tu as mésusé avant même d'en user, en abusant du passé. Absolument génial, il ne reste plus rien que Richard n'ait outragé, rien sur quoi Richard puisse jurer, rien sur quoi Richard puisse fonder un serment, c'est-à-dire quelque chose qui lui permettra de poser une pierre de touche, comme il le dira à Buckingham, la pierre de touche de ta confiance, eh bien, il ne reste plus de fondement à Richard. Il a usé de tout, il a tout profané, et au bout du terme, il ne lui reste plus qu'à se profaner lui-même. Et pour répondre à la question que je posais au début, on pourrait dire que dans cette traversée, ce que veut Richard, ce n'est pas simplement le pouvoir, ce n'est pas la couronne, ce n'est pas non plus la vengeance par rapport à une famille qu'il a méprisée, considéré qu'il était le vilain canard boiteux, ce n'est pas même une vengeance contre le monde qu'il veut détruire, ce n'est pas la destruction du monde. On pourrait dire que ce que veut Richard, au total, c'est sa propre destruction. On pourrait dire que ce qui est visé par Richard, dans cette quête qui va consommer le monde, c'est son propre anéantissement, avec ce sentiment qu'il est lui-même une force de néant. Alors, une force de néant, au début, en magnificence, en jouissance, en plaisir, et puis au bout du compte, évidemment, en désespoir. Désespère et meurt. Il ne me reste plus qu'à désespérer. Alors, et c'est par là que je vais terminer cette question du rapport entre le moi et le monde. On a évidemment là les étapes qui sont scandées dans l'adaptation telle que nous l'avons réalisée, c'est-à-dire un premier moment où Richard, en quelque sorte, s'inscrit à partir d'eux et contre la famille antérieure, les Lancaster. Nous avions commencé par la malédiction de Margaret, qui est quelque part, là on pourrait dire comme caché, qui est le ressort souterrain du texte, qui maudit Richard, et de là Richard se défend d'être dans l'esprit de la paix nouvelle. Dans la grande guerre civile entre les York et les Lancaster, la guerre des Roses, Richard est un York et pourtant il va agir contre sa famille comme si c'était un Lancaster. Ce que veut Richard, c'est réactiver la guerre civile. C'est pour ça que c'est un mauvais roi, évidemment. C'est un roi qui, au lieu d'unir, comme le fera Richmond, comme le feront tous les rois qui viennent à la fin des tragédies de Shakespeare, à la fin d'Hamlet, Fortinbras, à la fin de Macbeth, etc., vous avez à chaque fois le bon roi qui survient et qui vient clore la période des guerres civiles ouvertes par le tyran. C'est-à-dire une puissance unificatrice contre la puissance de division et d'explosion. Comme si Shakespeare, hanté par cette question de la guerre civile, nous montrait à la fois ce qu'il ne fallait pas faire et comment il fallait clore, résoudre, unifier le désastre. Eh bien, ici, Richard commence par dire « je veux la guerre ». J'apporte la guerre dans un monde de paix, je n'ai aucun plaisir à la paix. Et cette puissance de guerre, Richard l'applique en conquérant la femme de son précédent ennemi. C'est un premier temps, les 3 premiers chapitres, 3 premières scènes de la pièce. Le deuxième temps, on pourrait dire un deuxième acte, va être la destruction de sa propre famille. Qui dans sa famille? Eh bien, partir du parti de la reine, et de ce parti de la reine, introduire la dissension, introduire le soupçon, puisque c'est une des choses que Richard sait faire, c'est tout le temps montrer un autre coupable, pointer ailleurs, introduire le doute, et de là, générer le meurtre de Clarence, 5e tableau. Après ce meurtre de Clarence contre son propre frère, eh bien, de là, accuser les autres de ce meurtre et provoquer, tableau 6, la mort de son frère le roi. Si bien que le désespoir retombe sur tous, sur
les fils de Clarence qui a été assassiné, tableau 7, et puis sur les enfants d'Édouard, qui sont censés arriver au trône, le fils aîné d'Édouard en tout cas, et que Richard va mettre à l'ombre à la tour en prétextant que c'est une ère de repos, alors qu'évidemment il s'agit d'une prison. Ça, c'est le deuxième temps où Richard, successivement, ses frères, puis ses neveux, éliminent on pourrait dire, toutes les étapes, tous les degrés qui le séparent du trône. Que reste-t-il à faire à Richard, alors qu'il est régent, qu'il est lord protecteur, celui qui assume le pouvoir pendant la minorité du jeune Édouard? Il lui reste à faire que son pouvoir devienne légitime. Parce que le tyran, vous le savez, c'est celui qui prend le pouvoir de façon illégitime. Il usurpe une place, et donc il faut ce saut pour arriver à garder son titre. Et là, c'est le troisième temps, qui est la manière dont Richard va prendre le pouvoir. Comment? D'abord en dégageant le Premier ministre au nom d'une invocation de sorcellerie, et puis ensuite, et ça c'est le tableau magistral, où Richard s'adresse à la foule et par une grande manipulation collective arrive à se faire acclamer roi alors que la foule est réticente. Et donc, ça c'est le troisième temps, où, après les échelles, si vous voulez, des York, la famille ennemie, la destruction de sa propre famille, c'est la conquête de la collectivité par séduction, par manipulation, par exécution. Et là, Richard devient roi. Richard a la couronne. Et c'est là que les problèmes, on pourrait dire, véritables commencent pour Richard. Puisque jusque-là, il y avait une espèce comme ça d'alacrité, de mouvement, d'esprit, de vitesse, de séduction. Mais Richard, sa mélancolie s'exerce au moment de l'inaction. Je suis roi, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et là commence le deuxième temps de la pièce, qui est déjà la chute. À peine arrivé au sommet, Richard commence à chuter. Il commence à chuter parce que lui qui avait une telle intelligence politique va prendre des décisions, va agir d'une façon totalement destructrice. Et en détruisant comment? Et c'est le quatrième acte, selon ma propre partition de la pièce, eh bien, c'est le moment où il va tuer les femmes les unes après les autres. Ce n'est pas un hasard que ce soit les femmes ou qu'il les mette de côté. D'abord, en inaugurant son règne par la mort de sa femme, Lady Anne, tout de suite en exécutant la reine. Puis, en excluant, on pourrait dire, non pas sa part féminine, mais celui qui constitue un couple avec lui, c'est-à-dire Buckingham, qu'il dégage instantanément sur un temps de réflexion, dès lors que Buckingham veut reprendre haleine, comme il le dit. Et donc, cette reprise d'haleine de Richard fait que, de Buckingham fait que Richard se sépare de sa moitié. En quelque sorte, il se retrouve encore plus seul qu'avant. Et puis, la scène avec Élisabeth, la grande scène 16, celle du conflit entre les deux parties, Richard pense ici gagner, et évidemment, Richard ne se rend pas compte que pour la première fois véritablement, il n'a pas réussi à à convaincre son adversaire, et qu'il a perdu. Si bien que lorsqu'il arrive au bout de ce conte-là, après au passage avoir reçu la malédiction de sa mère et l'avoir lui-même maudit en voulant l'enterrer, les femmes, Lady Anne, Élisabeth et sa mère ont donc été écartées ou combattues, eh bien Richard arrive au dernier temps, j'appellerais le cinquième acte, qui est l'acte de la chute. Et à partir de là, c'est une sorte de course folle à la mort, avec les mauvaises nouvelles qui affluent. Quelles nouvelles? Et les nouvelles sont à peu près toutes mauvaises les unes après les autres. Une préparation au combat dont Richard sent bien que c'est l'ultime bataille, et que cette bataille ne peut s'achever que dans le désastre. La visite des spectres, scène 20, qui lui disent tous de mourir et de désespérer. Et puis, scène 21, dernière étape, dernier moment, le réveil d'un moi déchiré, avec une hantise du lendemain et une solitude. Mais une solitude sur le champ de bataille qui s'achève par la bravoure. Et c'est très important de le rappeler. C'est-à-dire que mon cheval, mon royaume pour un cheval, n'est absolument pas une parole de lâcheté. Ce n'est pas un cheval pour s'enfuir. Lorsque l'écuyer lui dit « Je vous donne un cheval pour vous partiez », Richard répond « Esclave, j'ai joué ma vie sur un coup de dé, et de la fortune, j'entends braver l'humeur. » C'est-à-dire, jusqu'au bout, eh bien, arriver à braver la fortune et à se battre. Un cheval pour se battre, pour charger, et non pas pour s'enfuir. Et c'est là la dernière parole. C'est pour ça que, même dans cette fin et cette déréliction ultime, cette déchéance, il reste quelque chose d'absolument héroïque dans le sursaut de Richard. Alors, je conclurai là par, après cette traversée, évidemment par ce qui résonne dans notre spectacle, et comment cette vision-là de la pièce eh bien, s'est exprimée dans une forme assez radicale. Nous avons construite tous ensemble.
né du clown de Jean Lambert Wilde depuis des années, et dans un dialogue avec Lorenzo Malaguerra, avec évidemment Stéphane Blanquet, qui a pensé le décor, et puis Jean-Luc Tarbinarias pour la musique, pour parler simplement des principaux partenaires de création. Alors, comment tous ces principes ont pu s'exprimer et se condenser et avoir une version radicale? Je commencerai par l'adaptation parce que c'est de là que la conception s'est faite, je dirais. Et une chose qui m'a paru fondamentale quand j'ai traduit le texte, c'est évidemment cet humour. Très souvent, l'humour de Richard est passé sous silence. C'est-à-dire que l'humour devient alourdi par des traductions qui ne rendent pas compte de sa vitesse, qui ne rendent pas compte de ses jeux de mots, qui ne rendent pas compte de sa puissance sonore. Eh bien, j'ai voulu vraiment qu'on entende ce comique déflagrant de Richard et qu'on soit entraîné par ce joker. Il arrive à nous séduire, à nous fasciner. Humour fondamental, d'une part, et puis la musique. Quand j'ai mis en scène la pièce en Angleterre il y a une douzaine d'années, donc avec des comédiens anglais qui étaient une douzaine, celui qui jouait le rôle de Clarence, acteur magnifique, m'a dit « Shakespeare, c'est de la musique ». Et il lisait le texte de Clarence d'une telle manière qu'il n'a pas eu besoin d'autres formes pour me convaincre. Oui, Richard, c'est de la musique. Richard III, comme toute pièce de Shakespeare, est de la musique. Vous relirez à cet égard le rêve, par exemple, de Clarence, lorsqu'il tombe dans la mer et lorsqu'il dit « Quelle horrible vision de mort dans mes yeux ! Il me semble avoir 1 millier d'effrayantes épaves, 1 millier d'hommes rongés par les poissons, des lingots d'or, des ancres immenses, des monceaux de perles, d'inestimables pierreries, d'inappréciables joyaux, tous éparpillés au fond de l'océan, parfois nichés dans les crânes des morts. Et dans ces trous où logeaient jadis les yeux, s'étaient glissés, parodie des yeux, d'étincelantes pierreries, qui courtisaient le fond visqueux des profondeurs et bafouaient les ossements morts éparpillés autour d'eux. À maintes reprises, je m'efforçais de rendre l'âme, mais toujours le flot cruel la refoulait sans la laisser s'enfuir, d'y rejoindre l'air libre, vaste et vagabond. Il étouffait dans ma carcasse pantelante qui était prête à éclater pour la vomir dans la mer. Mon rêve se prolonge là, autour de la vie. Oh, alors se leva la tempête sur mon âme. Il me sembla franchir le fleuve de la mélancolie pour débarquer au royaume de la nuit éternelle. Je vais vite, mais ici, la poésie sublime de Shakespeare passe tout autant par la puissance des images, qu'il fallait convoquer bien sûr, que par la musicalité, que d'ailleurs j'ai tenté parfois de garder dans sa métrique, c'est-à-dire le fait qu'en anglais vous avez 10 syllabes, ce qu'on appelle pentamètre iambique, et parfois cette vitesse-là, cette construction-là est nécessaire, notamment par exemple entre Élisabeth et Richard, où j'ai traduit en alexandrin pour qu'on ait le jeu de ping-pong. Mais au-delà de cette question du maître, il y a la question de la musicalité, des sonorités, de la matière sonore du texte de Shakespeare. Donc ça, c'est sur la dimension purement traductive, mais évidemment dans l'adaptation, une chose a été déterminante, c'est la condensation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on suit Richard, la tragédie de Richard, commence comme une sorte de grande fête comique et qui s'achève dans la dimension la plus tragique, eh bien, Richard devient, ce qui est dans la pièce, le centre, et Richard affronte le monde et un autre. Et donc, l'idée de base du spectacle a été évidemment d'avoir ces deux figures, c'était des forces de gens, c'est d'avoir deux figures, Richard et un autre comédien, ou plutôt une comédienne, qui va incarner tous les autres rôles. Richard ne jouant lui-même qu'un autre rôle qui est celui du meurtrier, mais sinon, il est toujours Richard. Et Richard a face à lui cet autre polyvalent qui peut devenir tous les rôles, qui peut embrasser toutes les figures, qui est une femme, parce qu'il est important qu'il y ait cette altérité et qu'on voit les femmes du spectacle importantes comme Elisabeth Anne incarnées dans cette féminité-là, mais qui puisse devenir effectivement Buckingham et qui puisse avoir cette plasticité-là. Et il fallait pour cela évidemment deux comédiens, j'allais dire monstrueux, mais deux comédiens absolument virtuoses pour embrasser tout ce champ des possibles, c'est-à-dire cet humour, cette vitesse, cette technique, cette puissance, et que finalement, ils nous entraînent tous les deux dans leur grand carrousel. Donc, à partir de là, de quoi s'agit-il? Eh bien, de deux clowns. Deux clowns, comme on a le clown blanc et l'Auguste, qui sont tous les deux un duo comico-tragique, où on rit des blessures et on pleure même de certaines blagues. Et ce duo-là, eh bien, de comédie, ce duo de clowns, nous entraîne dans un carrousel, dans ce troisième acteur qui est le décor, qui est une machine à jouer. Machine à jouer où vont surgir
toutes les figures qui sont des figures d'autres faibles, c'est-à-dire la maillotche pour Hastings, c'est-à-dire les ballons pour Clarence, c'est-à-dire les barbapapas pour les enfants d'Édouard, c'est-à-dire les têtes de Richard lorsque, dans une espèce de jeu de massacre, il se détruit lui-même. Donc, on a ici une machine à jouer d'où vont sortir les pantins, les simulacres, les mécaniques, si vous voulez, ou les bouches qui vont parler avec stroboscope, qui vont nous donner ces autres qui ne sont pas incarnés et qui sont projetés, alors certes avec un traitement de l'image qui a été très fin pour que ce soit des visages animés et pas du tout simplement des projections fixes, donc ça a été travaillé, bien sûr, mais toujours est-il qu'on a ici 2 clowns dans une machine à jouer, d'où sortent des figures mécanisées, pantins, et qui nous montrent cette espèce de grande fête foraine de massacre. C'est là qu'on est entraîné dans on pourrait dire, le délire, le cauchemar de Richard, acteur qui joue un clown, qui lui-même joue Richard, avec cette cascade des rôles, et Richard qui lui-même devient metteur en scène et acteur des autres personnages. Vous voyez qu'on a 5 ou 6 couches, si vous voulez, où on traverse des miroirs successifs, un peu comme dans le film Inception, où on entre dans des couches de conscience successives. Ben là, on entre jusqu'au bout d'un certain temps dans cette espèce de jeu où on joue à être et on joue à jouer. Alors, ce qui était aussi, et c'est là-dessus que je terminerai, la chose la plus passionnante de ce travail, la plus intense aussi, c'est évidemment la dimension de création collective. C'est-à-dire le fait d'avoir une aventure qui soit partagée et qui soit conçue à plusieurs voix, comme c'est la démarche de Jean Lamberville depuis déjà longtemps, et qui était, je dois le dire, pour moi nouvelle sous cette forme, mais que j'ai accepté avec joie parce que c'est vrai que d'abord le fait d'avoir mis en scène la pièce en anglais donnait une certaine distance, une certaine détente, le fait que voilà, je l'avais déjà fait autrement il y a longtemps sous une autre forme, et en même temps évidemment une intimité de la pièce, et que le projet tellement radical de ces 2 clowns ensemble, dans cette histoire qui était celle de Lamberville, donnait quelque chose de très particulier à construire. Donc, on a été en dialogue à 3 avec Lorenzo Malaguerra, Jean Lamberville et moi-même sur voilà, l'adaptation, le spectacle, la conception, et puis évidemment avec tout le monde, Stéphane Blanquet qui a peint, conçu ce décor magnifique, avec évidemment la touche aussi de Limoges, qui est cette armure en porcelaine qui montre à la fois la force et la faiblesse, au-delà du fait que c'est le symbole de là où le spectacle est créé. Il y a quelque chose sur cette ambivalence, c'est-à-dire que ce qui est pareil, une force armée, eh bien, devient à la fois un objet esthétique et puis une fragilité, ça peut se casser à tout moment. Et puis cet univers sonore où on entre, en particulier à la fin du spectacle, c'est-à-dire ce que Jean-Luc Laménarias a fait sur cette plongée dans l'intime et cette espèce de plongée dans la conscience où on arrive en quelque sorte, comme le disait Clarence dès son rêve, mon rêve se poursuivit au-delà des frontières de la mort. Et c'est là, dans la fin du spectacle, qu'on entre encore plus dans cette conscience et que Richard a fait le grand saut jusqu'à la mort. Voilà cette aventure, voilà comment on l'a imaginée, rêvée, voilà comment elle commence, puisque la première a eu lieu hier. Et j'espère qu'elle va traverser encore et qu'elle va s'affiner pour qu'on trouve ensemble la joie de cette coopération, de cette coopérative, et que surtout, on arrive à emmener dans ce rêve de perfection et dans cette espèce de grand carrousel de cette fête foraine de massacre, on arrive à entraîner ce public, mais je crois que le départ est pris. Je vous remercie.